Professeur Théophile Ogbanga, vous êtes en cette capitale africaine d'Addis Ababa. Pendant 3 jours, vous avez participé à la conférence internationale sur la préservation des manuscrits anciens. Des conclusions ont été tirées, il y a des débats vibrants. Quelles sont les préoccupations que vous pourriez exprimer ici en ce qui concerne la gestion des manuscrits anciens par l'Afrique? Merci beaucoup. Vous étiez organisateur à BBC, organisateur très compétent de cette grande conférence. J'étais heureux au moins pour une raison fondamentale. C'est pour la première fois, à mon sens, que les Africains organisent une conférence internationale, panafricaine, du nord au sud, de l'est à l'ouest, à l'initiative des Africains eux-mêmes. Alors que souvent nos conférences sur la nourriture, l'alimentation, le changement climatique, la misère, la maladie, les dettes, c'est toujours organisé par les autres. Et nous assistons là comme par manque d'initiative. Là, quand même, l'initiative vient des Africains. Il faut encourager ça. C'est comme ça qu'on prend son destin en main. Il faut réellement encourager. Deuxièmement, le sujet n'est pas banal, il est inédit. Depuis 50 ans que nous sommes indépendants, est-ce qu'on s'est occupé des archives à l'échelle continentale, des manuscrits anciens? Parce qu'il y en a plein à Mauritanie, il y en a plein au Sénégal, il y en a à Lifan, il y en a plein à Tombouctou et dans des autres villes aussi de l'Ouest médiéval. Il y en a jusqu'au Niger, au Burkina Faso, au Nigeria, le nord du Nigeria, le Kenya, le Cameroun, l'écriture Njoya, sans parler de l'Éthiopie, là où les monastères ont des immenses richesses d'archives, etc. L'Égypte, le Soudan, le Maghreb de façon générale, ils ont des vieux manuscrits arabes, etc. Donc c'est la première fois qu'on se réunit sur ce point très capital. Les archives sont importantes parce que ça a des traces du passé, des traces convaincantes, des traces palpables, visibles. Et on ne sait pas ce que ça contient. Alors, si on commence à stocker ces archives, à les traiter, à les numériser, à les protéger, à les exploiter et à les publier, peut-être pas tous, mais ceux qui sont pertinents, vous verrez qu'automatiquement, beaucoup de connaissances seront vraiment changées. Notre manière de connaître l'Afrique. Par exemple, j'ai été époustouflé quand il y a eu les manuscrits de Tombouctou. C'est un traité d'astronomie du XVIIe, XVIIIe siècle, un traité d'astronomie avec des graphiques, avec tout le détail nécessaire. Donc c'était déjà une science poussée à l'université de Tombouctou. Il n'y avait pas que la religion ou la poésie ou la grammaire arabe, il y avait déjà la science qui est bien sûr reliée à la religion, mais en fait il y avait la science en tant que telle, la science astronomique. Donc c'est des choses très importantes, réellement. Je ne sais pas si vous avez eu l'idée ou comment c'est venu, mais c'est vraiment encourageant. C'est encourageant. Il faut continuer dans ce sens-là. Mais actuellement, il y a ce fameux débat sur l'origine de l'écriture. Nous nous sommes nous-mêmes basés sur votre fameux article qui a fait le tour du monde maintenant, sur l'Afrique en tant que berceau originel de l'écriture. Est-ce que vous pourriez nous faire très rapidement l'économie de cette question-là, entre l'antériorité des systèmes d'écriture négro-égyptiens et celle des Mésopotamiens, par exemple, et les relations que l'écriture africaine a entretenues par le fait qu'elle a rayonné par la suite, etc., avec les autres foyers civilisationnels? Oui, ça dit que n'importe quel signe n'est pas l'écriture. Bon, l'écriture, c'est un signe conventionnel ou des signes conventionnels qui représentent les sons d'une langue. Par exemple, je vois des dessins, des signes là, et si je suis dans la convention, que ça signifie U, B, O, A, leur regroupement me permet de lire la langue qu'ils représentent. Donc c'est un peu la visualisation, la représentation visuelle d'une langue. Ce n'est pas n'importe quel signe. Je peux faire un signe, mais ça ne représente pas, par exemple, un signe de l'hôpital, un signe chaussée glissante. C'est des signes qui communiquent aussi, mais ce n'est pas l'écriture au sens propre.
parce que ça me dit qu'ici, il y a une indication. Donc voilà, et du coup, la Grèce a donné aux Étrusques, ça a donné à Rome. Rome nous a donné toutes les écritures que nous employons aujourd'hui. Depuis le Moyen-Âge, les onciales, etc., les formes changent. Et puis comme les chrétiens grecs ont christianisé les Slaves, et le Saint Cyril et tant d'autres, bon, ils ont amené l'écriture grecque là-bas, ça a transformé, ça a donné le cyrillique et l'écriture russe. C'est la même chose, l'écriture russe et puis leur écriture là-bas, de l'Europe orientale. Voilà, donc voilà la dissémination de l'écriture égyptienne. Je ne suis pas le premier à le dire, mais même il y a Gardiner, qui est un grand égyptologue, qui a écrit la grammaire. Il a un article sur les écritures sinaïtiques. Il dit que nous utilisons encore de nos jours l'écriture égyptienne, à travers le temps, à travers les formes, etc. Bon, ici ils disent l'écriture linéaire ou crétoise, ou des Minos là. Ça n'a pas donné, ça a donné quel descendant? Ça n'a rien donné, aucun descendant. Le linéaire B ou le linéaire A n'a donné aucun descendant. Mais par contre, si tu prends l'écriture hiéroglyphique égyptienne, mais tu peux le comparer avec beaucoup de systèmes africains, hein, que ce soit le Vey, que ce soit le Kepler, le Loma ou le Toma, l'écriture Bambara, l'écriture Dogon. Ça, un Américain blanc fait ça. Il a comparé les signes Dogon avec les signes hiéroglyphiques, tu vois, récemment. Donc, on peut faire donc cette filiation et du coup, l'Afrique est le berceau de l'écriture. Ça se défend, ça se tient, au moins pour cette partie-là. Maintenant, les autres ont leur écriture, les Chinois, ça évolue aussi. Parce que j'écris le Japon, le japonais, avec l'écriture chinoise. Les Japonais n'ont pas d'écriture à eux. Ils ont appris et modifié l'écriture chinoise. Ils n'ont pas d'écriture propre à eux, les Japonais là. C'est l'écriture chinoise. Tu vois, comme quoi ça évolue. Bon, de côté de l'Amérique latine, hein, les hiéroglyphes, les mayas, les dessins qu'on voit, les hiéroglyphes aussi, ils ont inventé leur système, hein, que les Russes avaient découvert à l'époque, etc., dont on connaît maintenant la signification, on enseigne ça. Ils ont aussi inventé leurs écritures. Parce qu'il y a quelques écritures dans le monde, mais il y a des grandes zones comme ça. Or, aujourd'hui, au point de vue expansion dans l'humanité, c'est l'écriture égyptienne, pharaonique, africaine. Alors, il y a ça, l'écriture. Deuxièmement, il faut un support pour que l'écriture. Je peux écrire sur la poterie, bon, je peux écrire sur du bois, hein, je peux écrire sur la peau des animaux. Mais si tu veux faire les dialogues de Platon, il te faut combien d'animaux, hein, pour tuer, combien de moutons, hein, combien de moutons. Bon, si tu veux écrire toute la Bible là, avec beaucoup de copies, la Torah, toutes ces choses-là, le Coran, un peu de chameaux. Mais il te faut combien de chameaux à travers le temps, hein, tu vois, ou les poteries, hein, ou les bois. C'est pas commode, c'est pas du tout commode. Tu ne peux pas remplir tous les baobabs avec le Coran. Tu vois, c'est pas commode. Donc il fallait trouver un support plus léger, facile à transporter et facile à utiliser. Les Égyptiens ont inventé le papyrus parce qu'il pousse au bord cette herbe-là qui pousse au bord du Nil. Hein. Ils ont fait des nattes avec ça, ils ont fait des literies, ils ont fait des choses, du tissage. En même temps, ils ont dit que ils ont pu fabriquer le papier, c'est-à-dire le papyrus. C'est-à-dire que ça peut recevoir l'encre rouge, l'encre noire. Si tu peux rouler ça, d'où les rouleaux, quoi, les rouleaux de papyrus, tu peux transporter ça, etc. Donc, il y a eu un grand commerce dans la Méditerranée de cette affaire-là, du papyrus égyptien. S'il n'y avait pas le papyrus égyptien, on n'aurait pas Platon, on n'aurait pas Aristote, on n'aurait pas tous les saints Augustins, tout ce qui est écrit dans les papyrus, les saints Thomas, les saints Augustins, on n'aurait pas ça. Comment ils auraient écrit ça en argile ou sur du bois, tout saint Augustin, quelle poterie. Hein? Donc voilà le papyrus. Mais le papyrus sera remplacé par le papier. Hein? Le papier, c'est une invention chinoise et qui va gagner, après 14 siècles, pardon, l'Occident à travers les Arabes par l'Espagne. Voilà, par l'Espagne. Comme l'imprimerie d'ailleurs. Parce que l'Europe, en fait, a copié la boussole, la poudre à canon, beaucoup de choses comme ça. Mais
Et ils ne reconnaissent pas ça, qu'ils doivent aussi à d'autres civilisations, que l'humanité se partage les inventions utiles au progrès de l'humanité, que les Noirs peuvent inventer, les jaunes peuvent inventer, les Chinois peuvent, les Européens aussi peuvent inventer, mais ils reconnaissent, ils ont le monopole absolu de l'invention, alors qu'ils ont copié aussi ailleurs, chez les Arabes, etc. Mais qui a créé les premières universités en Europe? Quels sont les créateurs des premières universités, l'enseignement supérieur, là où on enseigne? Qui a créé ça en Europe? Les premières universités ne sont pas en Allemagne, ne sont pas en Finlande ou en Suède, ne sont pas en Angleterre, sont au sud, ne sont même pas en France, sont au sud, en Espagne. En Espagne. Les Cordoba, Cordoue, Séville, etc. Les Arabes venant de Bagdad ont disséminé ont conquis pendant des siècles la péninsule ibérique. Il y a eu des gens comme Averroès, comme Avicenne. On enseignait le canon de médecine d'Avicenne en Hollande jusqu'au XVIIe siècle. On enseignait ça. Voyez-vous, donc c'est des choses extraordinaires, quoi. Donc c'est pas étonnant si on fait les recherches qu'on trouve beaucoup d'abord d'écritures, des centaines d'écritures, et que aussi anciens que l'on peut imaginer, parce que l'homme étant quand même Homo sapiens sur le continent africain, il est sorti aussi en Europe, il avait quand même l'univers, les problèmes de la mort, de la vie, de naissance, il y avait l'univers, il ne pouvait pas manquer de ne pas... Parce que l'Égypte aussi, ce n'est pas brusque comme ça. Ils ont eu des apports venant certainement peut-être du Sahara, avant le désert, venant du sud profond, même des lacs Victor, des lacs du Nil, des sources du Nil. Il y a eu donc des efforts conjugués, puis ceux qui ont engouffré, comme dit Cheikh Anta Diop, dans la vallée du Nil, bon, ils ont gardé ces acquis d'urbanisation, c'était au sud, dans la vallée du Nil, au sud, au Soudan, et puis ça a monté petit à petit jusqu'au nord là-bas. Donc moi ça ne m'étonnerait pas, mais je n'ai pas connaissance de cette écriture-là, de conditions de trouvailles, comment ça a été traité, et puis, surtout qu'aujourd'hui, on peut dater, on peut traiter, on peut faire beaucoup de choses. Apparemment, il y a même un nouveau système d'écriture qui a été découvert il y a déjà quelques dizaines d'années, mais par un prêtre en Zambie, et qui a découvert un alphabet qui était très utilisé par les populations locales, mais sur le sable. Donc voilà un média extrêmement évanescent qui montre encore une fois qu'il y a des possibilités infinies. Oui. Là-bas, ça ne m'étonnerait pas, parce qu'en allemand, Guerra avait étudié ce qu'on appelle tout sona, sonique, quoi, écrire, quoi, par les régions de là-bas, au sud de l'Angola, conjonction avec la Namibie, le Lusaka, par là-bas. Il y avait des écritures par le sable. Même l'Afrique du Sud elle-même, Indaba My Children, il y a beaucoup de symboles qu'on peut interpréter comme des signes graphiques d'écriture. Oui. Mais le continent africain est très riche, c'est qu'on n'en est pas conscient. On ne fait pas, si l'homme occidental ne fait pas, bon, on attend qu'il fasse. Bon, il fait sans trop comprendre l'environnement, le milieu, il impose ses valeurs, ses préjugés, son sentiment. Bon, et nous, avec la colonisation, l'esclavage, on a été complètement dépossédés pendant des siècles et des siècles. On ne croit pas en nous-mêmes. Mais le développement, ce ne sont pas les aides. Tu peux donner à un esclave des aides, il ne sera jamais libre. Ce n'est pas les aides qui font de nous la liberté. Il faut voir son propos, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que nous avons, comment nous organiser, comment faire. Parce que la France s'est développée avec quelle aide? La Grande-Bretagne s'est développée avec quelle aide? L'Allemagne, c'est avec quelle aide? Il n'y avait pas de banque mondiale, il n'y avait pas de toutes ces histoires-là. Les Chinois se développent avec quelle aide? Les banques mondiales ne sont pas en Inde, avec comment ils se développent. Mais nous, on nous a inculqué dans les moyens de nous lier. C'est de dire qu'il y a les aides. Et du coup, quand tu as les aides, tu as les dettes. Alors, tu ne peux pas te développer si tu es aidé, si tu es endetté, tu n'as plus l'initiative. Il faut que si on rompait carrément, directement, sans façon, avec la Banque mondiale, comme tant d'autres pays, avec le Fonds monétaire, ils ne peuvent pas créer pour nous, vous verrez qu'on va changer de rapport. Ils viendront plus aimables en disant que non, etc. Mais ils savent bien qu'il ne faut pas libérer l'Afrique. Parce que si vous libérez l'Afrique,
hein, ils vont contre leur diamant, leur uranium, leur pétrole, leur bois, leur coton, leur maïs, leur riz, leur port, hein, les eaux maritimes, ils vont tout contrôler. Mais s'ils contrôlent ça, hein, s'ils dominent ça, ils vont faire leur bonheur. Et du coup, l'Occident va décliner complètement. Démographiquement, ils n'ont pas de matière première. Ils vont avoir le diamant où? Ils vont avoir l'uranium où? Pour le moment, ils raflent tout le diamant du Niger, tout l'uranium du Niger, tout, ils prennent tout, sans état d'âme. Tu vois, quitte à changer un chef d'État qui ne leur plaît pas ça, tu vois. Donc nous, on croit que, et puis nous aident là, on vous augmente les trucs, on va augmenter, ils vous disent on va vous augmenter la production pétrolière. Mais ils ne disent pas combien ils gagnent en augmentant la production pétrolière d'un pays. Ils ne disent pas combien ils gagnent. Donc on est dans un truc là, tu vois, je sais pas, on n'a pas conscience de ça.